Masechet Yoma Daf Memhe, on va commencer par Mem Dalet Amud Bet, les 5 dernières lignes. Bechol Yom Haya Zehava Yarok. On a vu dans la Mishnah toute une série de différences entre l'appel de la Kétoret de toute l'année et l'appel de la Kétoret de Kippour. Le jour de Kippour, il y avait 2 Kétoret. L'une classique, Mané Bechol Yom Mahatzito Baboker ou Mahatzito Baerev, la Kétoret du matin et du soir, qui était brûlée sur le Mizbeach HaKétoret, le Mizbeach HaZahav, dans le Hechal. Et il y avait aussi la Kétoret, l'encens spécifique à Kippour. Cet encens allait être brûlé dans le Kodesh HaKodashim, dans un encensoir. Cet encensoir-là, c'était une pelle en or. Et ce qu'on avait vu dans la Mishnah, qu'il y avait une différence entre la pelle en or de Kippour et la pelle en or de toute l'année. Pendant toute l'année, comment est-ce que le Kohen devait procéder? Il venait d'abord avec une pelle en argent, il prélevait des braises du grand Mizbeach, qu'il transvasait dans la pelle en or. Ensuite, il allait vider cette pelle en or dans le petit Mizbeach HaZahav qui est dans le Hechal, qu'on appelle Mizbeach HaKétoret. Donc il prenait les braises du grand Mizbeach qui s'appelle Mizbeach HaOla ou Mizbeach HaHitzon. Il allait descendre par la rampe, par la pente, et ensuite il allait rentrer dans le Hechal. Il vidait le contenu de cette pelle en or sur le Mizbeach HaZahav, et ensuite il allait mettre la poudre de Kétoret, de ces plantes, les 11 plantes qui étaient mélangées dedans. Voilà comment on faisait tous les jours. Mais à Kippour, il allait faire encore une autre Kétoret dans le Kodesh HaKodashim avec une autre pelle. Une pelle qui était, comment? Différente. Tous les jours, la pelle était avec de l'or Yarok, on va traduire par vert ou jaune, de l'or jaune ou de l'or vert, tandis que la pelle de Kippour, elle était en or rougeâtre. Je passe sur tous les détails parce qu'on a vu qu'il y avait aussi la longueur du manche de la pelle, avec l'anneau qui était niachtique pour faire du bruit, pour émettre des sons à la place des clochettes du manteau. Je passe sur tous les détails qu'on avait déjà vus. La pelle de Kippour était plus légère que celle de toute l'année. Nous, on va se focaliser sur la couleur. La couleur, c'était de l'or jaune ou verte, comme on veut traduire le mot Yarok. Amar Rafrizda, Shiv'a Zehavim Hem. Rafrizda nous dit qu'il existe 7 sortes d'or. Zahav, l'or classique. Zahav Tov, l'or de bonne qualité. Zahav Ophir, on verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que Zahav Ophir. Zahav Mupaz, Zahav Shahout, Zahav Sagour et Zahav Parvaim. La traduction de ces 5 catégories, on va voir tout de suite. D'abord, d'où sait-on qu'il existe le Zahav classique et le Zahav de bonne qualité? La Gemara cite une référence. Dirtiv ou Zehav Haaretz Hahi Tov. Il est écrit dans Parashat Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, on nous fait l'éloge d'une terre où l'or était de bonne qualité. Ou Zehav Haaretz Hahi Tov. De là, on déduit déjà qu'il existe un Zahav classique, un Zahav qui est Tov. Donc déjà, on a 2 catégories de Zahav. Zahav Ophir, pourquoi on l'appelle Zahav Ophir? Des athées, mais Ophir, c'est de l'or qui provient d'un pays qui s'appelait Ophir et qui avait un or qui était exceptionnel. Zahav Mupaz, chez Domé les Paz. Paz, Rashi nous dit, c'est une margalite. Margalite, un diamant. Alors il existe de l'or qui brille comme du diamant. Matsehiv, que mot margalite. Zahav Shahout, chez Nitva Kehut.
Il y a de l'or qui est tellement tendre qu'on arrive à en faire des fils d'or pour ensuite les tisser. Pour travailler l'or, on utilise le zahav shahut, shenitva kihut, qui est filé comme des fils. Zahav sagour, besha'a sheniftah, kol hanuyot nisgarot. Lorsqu'un bijoutier vend des bijoux avec de l'or qu'on appelle zahav sagour, tous les autres magasins ferment. Ils font tous faillite. Pourquoi? Car personne ne peut concurrencer cet or, cette qualité extraordinaire et exceptionnelle du zahav sagour, à tel point que le nom qu'il porte, c'est sagour, fermé. Il ferme tous les magasins. Tous les concurrents ferment leurs magasins. Zahav parvaïm, chez Domé les dames à parim. Le sang qui s'appelle parvaïm, ça vient du mot par, le bœuf. Pourquoi? Car la couleur rougeâtre de cet or rappelle la couleur rougeâtre du sang du bœuf. Et c'est la raison pour laquelle on utilisait le jour de Kippour une pelle pour la kétoret, un encensoir qui était à base d'or de couleur rouge, pour rappeler au Kohen Gadol le devoir qu'il avait ce jour-là d'asperger le sang du par. Il sacrifiait son par, le bœuf, sur lequel il avait fait vidouille de ses fautes, des fautes de sa famille, des fautes des Kohanim. Voilà pourquoi on utilisait Zahav Parvaïm chez Domé les dames Haparim. Rav Ashi Amar Hamisha Hen et Kol Had Vehad Itbe Zahav ve Zahav Tov. Rav Ashi n'est pas d'accord avec Rav Frisda d'énumérer 7 catégories d'or, comme on vient de dire, Zahav, Zahav Tov, et ensuite on a vu Zahav Ophir, Zahav Mupaz, Zahav Shahut, Zahav Sagour et Zahav Parvaïm. Non, lui dit qu'on n'a que les 5 derniers, Zahav Ophir, Zahav Mupaz, Zahav Shahut, Zahav Sagour, Zahav Parvaïm, ça nous fait 5, et dans ces 5, on a 2 qualités, Zahav et Zahav Tov. Dans chacune de ces catégories, on a le basique et on a qualité supérieure. Zahav et Zahav Tov, ce qui fait qu'on a 10 sortes. Il y a une dizaine de sortes, puisque dans les 5 catégories, on a 2 niveaux, donc 2 fois 5, 10. Tanya Namehachi, Bechol Yom Aya Zehav Yarok, Ve'ayom Adom, Ve'hainu Zehav Parvaïm, Shedomé les dames à Parim. Et en effet, c'est ce que la Baraïta confirme, que chaque jour, on utilisait une pelle pour la kétoret qui était faite avec de l'or yarok, de l'or jaune ou vert, ve'ayom adom. Mais à Kippour, c'était une pelle fabriquée avec de l'or rougeâtre, ve'aynu zehav parvaïm. C'est pour ça que on l'appelle zahav parvaïm. La racine du mot c'est par, chez Domé les dames à parim, car la couleur rougeâtre ressemblait au sang des bœufs. Encore une différence qu'on a vue dans la Mishnah. Bechol yom makriv pras shaharit, bechol yom aita daka, ve'yom daka minadaka. Tous les jours, on utilisait de la kétoret qui était en poudre, puisqu'on avait moulu les 11 plantes. Mais avant Kippour, on allait moudre une fois de plus, afin que ce soit de la poudre fine qui allait être utilisée pour la kétoret, l'ifnaï velifnim. Et d'où apprend-on le devoir de moudre à nouveau la kétoret de Kippour? Eh bien, on l'apprend du passouk suivant. Tanu Rabanan, Daka, Ma Talmud Lomar, Ve'alo kvar ne'emar ve'shahakta mimena hadek, et là, les havi Daka minad Daka. Il y a un passouk où il est écrit Uktoret Samim Daka. Ce passouk, il est écrit à propos de Kippour, que le Kohen va prendre Ketoret Samim Daka. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de le préciser?
à partir du moment où on parle de Ketoret, on le sait que c'est Daka. Pourquoi? Parce qu'il est déjà écrit Veshahakta mimena hadek à propos de la Ketoret quotidienne qu'il fallait offrir tous les matins et tous les soirs. Il est écrit Veshahakta mimena hadek, tu vas moudre pour obtenir une poudre fine. Alors c'est déjà Daka. Pourquoi est-ce qu'à Kippour on a rajouté encore une fois Ketoret Samim Daka? Matalmud Lomar. Réponse, nous dit la Braïta, et la Lehavi Daka mina Daka. Il fallait moudre à nouveau la veille de Kippour pour que la poudre de la Ketoret soit encore plus raffinée. Encore, on a appris dans la Mishnah une différence entre le Kohen Gadol, le jour de Kippour, et les autres Kohanim pendant toute l'année. Bechol Yom, Kohanim Olim Bemizracho Shel Kevesh. On a vu que les Kohanim, généralement, montaient sur la rampe pour accéder au sommet du Mizbeach en marchant à l'est de la rampe. Et ils redescendaient par l'ouest de la rampe. Rappelez-vous que la rampe du Mizbeach était au sud. Quelqu'un qui monte sur la rampe qui est au sud, il a à sa droite l'est et à sa gauche l'ouest. Les Kohanim devaient monter par la droite à l'est et redescendre par la droite, qui est la droite de leur descente, qui est à gauche, qui est le Maharav, l'ouest. Alors que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il montait au milieu et il redescendait au milieu. Pourquoi cette différence? D'abord, la Gemara va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait monter par l'est. Bechol yom kohanim olim bemizracho shel kevesh, à l'est de la rampe. De Amarmor, kol pinot sheatapone loyu ela derech yamin, la mizrach. C'est-à-dire, étant donné que le Kohen devait monter par la droite, donc lorsque tu te tiens au sud de la rampe, qui est elle-même au sud, eh bien quand tu vas monter, qu'est-ce que tu vas avoir à ta droite? L'est. Ve'ayom olim, ve'ayom ole ba'emtsa ve'yored ba'emtsa. Ma'itama, mishum kvodo de Kohen Gadol. Pourquoi le Kohen Gadol montait sur la rampe, au milieu de la rampe, et redescendait au milieu? C'est pour le kavod du Kohen Gadol. Vu qu'il est le représentant du Am Israël, comme ça dit Rashi, Le'arot hashivuto sheu keben bait umakif letzorech veshelo letzorech. Étant donné que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il représentait le Am Israël au devant d'Hachem, Akadosh Baruch Hu voulait montrer qu'il accueillait Bechavod, et donc il devait monter royalement. Au milieu de la rampe, il redescendait au milieu, et même si ça lui faisait faire quelques pas de plus quand il redescendait pour arriver au milieu, mais c'est pour montrer qu'il est Ben Baït, comme s'il est chez lui à la maison. Il est invité et accueilli par Akadosh Baruch Hu avec joie, de bon gré, et donc il montait royalement, il redescendait également au milieu du Kevesh. Encore une différence entre Kippour et toute l'année. Bechol yom Kohen Gadol mekadesh yadav veraglav min hakior ve'ayom ikiton shel zahav. Toute l'année, le Kohen Gadol devait faire l'ablution des mains et des pieds par l'eau qui se trouvait dans le bassin, mais ce jour-là, on lui apportait une cruche en or pour se laver les mains et les pieds. Maïtama mishum kevodo shel Kohen Gadol, en l'honneur du Kohen Gadol, comme on a déjà vu. Et maintenant, on va se focaliser sur un point qu'on a déjà vu dans la Mishnah, mais que la Gemara va développer longuement. Ce sera un peu complexe, car les psukim sur lesquels on va s'appuyer sont des psukim qui se ressemblent, et donc on peut facilement en faire confusion. Donc il faudra bien se concentrer pour comprendre les drachot qu'on va étudier, selon Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Alors c'est là un peu la difficulté, parce que nous avons nombreux psukim, et chaque pasouk ressemble à l'autre, et chaque Tana fait une autre dracha, donc ça va être un peu compliqué. Mais je vais commencer comme introduction. On a vu dans la Mishnah une mahloket entre trois Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit que
Il y a une différence entre toute l'année et le jour de Kippour quant au nombre de bûchers qu'il y avait sur le Misbéach. Toute l'année, on n'avait que 2 bûchers sur le Misbéach. Tandis qu'à Kippour, on en avait 3. Selon Rabbi Yossi, toute l'année, il y avait 3 bûchers sur le Misbéach. À Kippour, 4. Selon Rabbi Meir, toute l'année, on avait 4 bûchers sur le Misbéach. À Kippour, 5. Ils sont tous d'accord qu'à Kippour, on rajoute un bûcher. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est par rapport à toute l'année. Selon Rabbi Yehuda, il n'y avait que 2 bûchers. D'après Rabbi Yossi, 3. D'après Rabbi Meir, 4. Et sur quoi ils s'appuient chacun pour prétendre ainsi? On verra les psukim et comment ils font des drachot. Lisons. Bechol yom hayu sham arba ma'arachot. N'est-ce pas? C'est la Mishnah, où on avait vu les 3 shittot. Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Maintenant, on va lire la Braïta qui confirme ce qu'a dit la Mishnah. Tanu Rabanan, Bechol yom hayu shtaim ma'arachot, vehayom shalosh. Ahat ma'aracha gedola, ve'ahat ma'aracha shenia shel ketoret, ve'ahat shemosifin bo bayom, divrei Rabbi Yehuda. Alors, le premier qui prend la parole dans la Braïta, c'est Rabbi Yehuda. Il nous dit que toute l'année, il n'y avait que 2 ma'arachot et à Kippour, 3 bûchers. À quoi cela servait? Toute l'année, on avait d'abord ma'aracha gedola, un grand bûcher qui servait à la combustion des corbanotes. Tandis que le deuxième bûcher servait aux braises utilisées pour l'allumage et la combustion de la kétoret. On allait prélever des braises du petit bûcher qu'on appelle ma'aracha shenia shel kétoret. Et ensuite, après avoir pris cela du grand misbéach, on descendait avec la pelle au travers de la rampe, on traversait le oulam, on rentrait dans le héchal, on versait le contenu de la pelle sur le misbéach à kétoret, misbéach à zahav, et là-bas, on mettait l'encens sur les braises brûlantes. C'est comme ça que l'encens allait brûler. Donc voilà, on n'avait que 2 bûchers, selon Rabbi Yehuda. Le grand pour les corbanotes, le petit qui allait servir à la kétoret. On allait prélever de ces braises pour la kétoret en bas. Ve'ahat shemosifim bo bayom. Et un 3e bûcher, le jour de Kippour, qui allait servir à quoi? À la kétoret de l'ifnaï ve'lifnim. Ça allait servir pour la kétoret qu'on allait brûler, la 2e kétoret qu'on allait brûler dans le Kodesh HaKodashim, avec l'encensoir dans le Kodesh HaKodashim. Voilà pourquoi on avait un bûcher supplémentaire à Kippour. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer. Mais Rabbi Yossi, lui, n'est pas d'accord sur le nombre de bûchers de toute l'année. Il dit Bechol yom shalosh, vehayom arba. Tous les jours, on avait 3 bûchers et à Kippour 4. Alors il nous explique, il nous décrit Ahat shel ma'aracha gedola, ve'ahat shel ma'aracha shnia shel ketoret, ve'ahat shel kiyum ha'esh, ve'ahat shemosifim bo bayom. Alors, pour les 2 premiers bûchers, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. C'est clair que le grand bûcher, c'était pour les corbanotes, le 2e petit, pour la kétoret quotidienne, comme on a déjà dit. Mais à quoi servait le 3e brasier, 3e bûcher? À quoi il sert tous les jours? Réponse, kiyum ha'esh, pour l'entretien du feu. C'est-à-dire que si jamais le feu du grand bûcher allait s'éteindre ou faiblir, alors on allait tout de suite raviver la flamme avec le 3e bûcher, qui était là pour le dépannage. Kiyum ha'esh, pour entretenir le feu du grand bûcher, pour pas qu'il s'éteigne. Si jamais il y avait besoin de rajouter du feu, eh bien on allait tirer le feu de ce 3e bûcher pour le 1er bûcher. Donc voilà pourquoi il y en avait 3 d'après Rabbi Yossi. Un, c'est normal, c'est le grand bûcher des corbanotes. Le 2e, pour la kétoret classique de tous les jours, comme on a dit. Et le 3e, c'est pour raviver la flamme du grand bûcher si jamais il venait à s'éteindre ou à faiblir.
Rabbi Meir, et le quatrième bûcher le jour de Kippour, c'est évident pour la Kétoret spécifique à Kippour, qu'on faisait entrer dans le Kodesh HaKodashim. Rabbi Meir Omer, troisième opinion, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Bechol Yom Arba, Vehayom Hamesh. Tous les jours, il y avait 4 brasiers, et à Kippour, un 5e. Et lui également va nous décrire l'utilisation des 4. Achat shel ma'aracha gedola. Premier bûcher, évidemment, pour les korbanot, le grand bûcher. Ve'achat shel ma'aracha shnia shel ketoret. Deuxième bûcher pour la ketoret, classique. Ve'achat shel kiyum ha'esh. Il est d'accord avec Rabbi Yossi qu'il fallait un troisième bûcher pour dépanner et raviver la flamme du grand bûcher s'il venait à faiblir. Ve'achat les evarim updarim shelo nit'aklu mi ba'erev. Voilà maintenant ce qu'il a rajouté. Un quatrième bûcher. Tous les jours, il y avait un quatrième bûcher. À quoi allait-il servir selon Rabbi Meir? Eh bien, si jamais il y avait des membres et des graisses de la veille qui n'avaient pas brûlé, qui étaient restés au sommet du misbéach, mais qui n'avaient pas brûlé, soit parce que ça a sauté du feu, ça a éclaté, ça a sauté du feu, donc ça n'a pas brûlé, soit parce qu'il y avait tellement de membres et de graisses des corbanotes la veille qu'il n'y avait pas de place pour tout mettre sur le bûcher. Donc on les a placés tout autour, sur la surface du misbéach, ou bien carrément même sur le sovev, le contour du misbéach qui mesurait une hama où les kohanim marchaient. On avait mis là-bas les membres et les graisses en stand-by, en attente. Eh bien, c'est pas nifsal belina. Ça n'a pas été disqualifié après que la nuit se soit écoulée. Normalement, un korban qui a passé la nuit n'est plus apte à être consumé, puisqu'il est nifsal belina. Mais s'il était déposé au sommet du misbéach, il n'est pas disqualifié. On pourra le brûler à l'aube. À l'aube, on a les récupérer, tous ses membres, et les brûler. Donc selon Rabbi Meir, on les brûlait où? On les brûlait sur le bûcher spécial, qui était le quatrième bûcher, pour les evarim ou pdarim, shelo nit'akelu mi ba'erev. Pour les membres et les graisses qui n'ont pas été consumés la veille. Voilà. Ve'achat shemosifin bo bayom. Et le jour de Kippour, il y avait un 5e bûcher. Alors répétons. Selon Rabbi Meir, comment est-ce qu'on a 5 bûchers à Kippour? Le bûcher Ma'aracha Gedola, le deuxième Ma'aracha Shenia Shel Ketoret, le troisième Kiyum Ha'esh, le quatrième Evarim Updarim Shelo Nit'aklu Mi Ba'erev, le cinquième c'est le bûcher de Kippour pour la Ketoret Lifnai Velifnim. Alors la Gemara commence l'analyse de cette baraïta ainsi. Elle dit Dechule alma mihat tarte itlehu. Tout le monde est d'accord sur ce principe qu'il y a un minimum de 2 bûchers. Même Rabbi Yehuda qui a donné un chiffre le plus petit, il est d'accord sur un nombre de 2. Minimum 2 bûchers. Ma'aracha gedola et Ma'aracha shenia shel ketoret. Un bûcher pour les corbanotes et un autre pour la ketoret. Minalan, d'où le sait-on? A-t-on un pasouk duquel on peut déduire cela? Réponse oui. Amarkra hi ha'ola al mokda ala mizbeach kol halayla. Zo ma'aracha gedola. Ve'esh ha'mizbeach tukadbo. Zo ma'aracha shenia shel ketoret. La Gemara cite un pasouk qui est le deuxième pasouk de Parashat Tzav. On va le lire. Tzav et Aharon vet banav lemor. Zot Torat ha'ola. Hi ha'ola al mokda al mizbeach kol halayla ad haboker ve'esh ha'mizbeach tukadbo. Qu'est-ce qu'on voit au travers de ce pasouk? Qu'on a 2 fois le moked. Moked, c'est un bûcher. Moked, c'est un foyer de feu. On nous dit hi ha'ola al mokda al mizbeach kol halayla ad haboker. L'Holocauste, il est sur le feu, sur le misbéach, toute la nuit jusqu'à l'aube. Et à la fin de ce même verset, il est écrit Ve'esh ha'mizbeach tukadbo. Et le feu du misbéach brûlera dedans. Mais 2 fois tu me parles de tukad, une fois mokda, une fois tukad. Eh bien, ce sont 2 moked, 2 foyers de feu, 2 brasiers. Tout le monde est d'accord là-dessus que
nous avons l'allusion aux deux premiers bûchers. Un Ma'aracha Gedola et le deuxième Ma'aracha Shenia Shel Ketoret. Très bien. Donc ça nous a permis de comprendre la Shita de Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yossi a rajouté un troisième qui s'appelle Kiyum Ha'esh, le brasier de dépannage. Ve Rabbi Yossi Kiyum Ha'esh Minale. Rabbi Yossi, d'où il sait qu'il y a un troisième brasier qui sert de dépannage. Minale, Nafkale, Ve'ha'esh ala mizbeach tukadbo. Ça, c'est un autre pasouk qui ressemble beaucoup au précédent. Il figure également dans Parashat Tzav, sauf que le pasouk précédent, il figure dans Perek Vav, pasouk bet, et cette phrase-là de Ve'ha'esh ala mizbeach tukadbo, lotirbe, c'est écrit dans Perek Vav, pasouk he. Donc 3 psukim après. Ve'ha'esh ala mizbeach tukadbo. Encore une fois ce tukad. De quoi ça parle? Le feu va brûler sur le mizbeach. Mais on l'a déjà dit. Réponse, d'après Rabbi Yossi, c'est un troisième brasier qui va servir de kiyum ha'esh pour entretenir le feu si jamais il faiblissait. Alors la Gemara pose la question, elle dit Ve Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi? Voilà qu'il y a un pasouk qui démontre qu'il y avait un troisième bûcher. Réponse, Haou le'atzatat aliyata odeata. Pour Rabbi Yehuda, ce pasouk ne fait pas allusion à un troisième bûcher. Simplement, ça vient nous dire qu'il y a une mitzvah d'allumer la alita. Alita ou aliyata, comme on veut le prononcer, ce sont des brindilles. Comme ça dit Rashi, Kismin dakin. Kismin dakin, car on le sait que pour allumer un grand bûcher, tu ne peux pas allumer directement des grosses bûches. Le feu ne peut pas saisir directement des gros morceaux de bois. Alors qu'est-ce qu'il faut? D'abord allumer ce qui est facilement inflammable, c'est des petits brindilles. Ces petits brindilles, ce bouquet de brindilles s'appelle alita. Hatzatat alita, l'allumage de ces petits brindilles. Ça, c'est une mitzvah de le faire où? Au sommet du Mizbeach. On n'a pas le droit d'allumer en bas et de monter en haut. Il faut le faire au sommet du Mizbeach. Et de quel pasouk Rabbi Yehuda le déduit? De ce pasouk. Ve'ha'esh al ha-mizbeach tukadbo. Zu hatzatat alita. Detania, comme il est écrit dans la Braïta, Haya Rabbi Yehuda Omer minayin le'hatzatat alita. Shelotehe ela berosho shel mizbeach, Talmud lomar ve'ha'esh ala mizbeach tukadbo. D'où sait-on que la alita, il faut l'allumer au sommet du mizbeach et pas en bas? Du fait que la Torah est dit ve'ha'esh ala mizbeach tukadbo. Le feu, tu dois l'allumer en haut. Très bien. Alors que Rabbi Yossi, il a utilisé ce même pasouk pour quoi faire? Pour un troisième bûcher. Amar Rabbi Yossi, minayin she'ose ma'aracha le kiyum ha'esh, Talmud lomar ve'ha'esh ala mizbeach tukadbo. Rabbi Yossi a utilisé cette même phrase pour nous dire que il faut un troisième bûcher sur le mizbeach, c'est le bûcher de kiyum ha'esh, ve'ha'esh ala mizbeach tukadbo. Alors la Gemara pose la question maintenant, et elle dit, puisque Rabbi Yossi a utilisé cette même phrase pour le devoir d'allumer un troisième bûcher, d'où sait-il qu'il y a une mitzvah d'allumer la alita en haut et pas en bas? Ve Rabbi Yossi hatzatat alita minale. Réponse. Nafkale mehecha de nafkale le Rabbi Shimon. Il le déduit du même pasouk que Rabbi Shimon. Où est-ce qu'on retrouve Rabbi Shimon? Dans la braïta suivante. Detania venatenu bene Aharon Kohen esh ala mizbeach limed ala tzatat alita shelo tehe ela bekohen kasher ou bikle sharet divrei Rabbi Yehuda amar lo Rabbi Shimon vechi ta'ale al da'atecha shezar karev legabe mizbeach ela limed ala tzatat alita shelo tehe ela berosho shel mizbeach. Alors maintenant on va citer encore un autre pasouk qui figure au début du Sefer Vaïkra. Perek Aleph, Pasuk Zayin. Venatenu bene Aharon Kohen, Esh ala mizbeach. Venatenu bene Aharon Kohen, Esh ala mizbeach. À quoi sert ce pasouk? Eh bien, Rabbi Yehuda
c'est de là qu'il a appris le din que la tzatat alita doit se faire par un Kohen. Et un Kohen qui est vêtu de ses 4 vêtements blancs. Ou si c'est un Kohen Gadol, vêtu de ses 8 vêtements. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un Kohen kasher et pas un étranger. Venatenu bene Aharon hakohen esh ala mizbeach. De ce pasouk, on apprend que l'allumage des brindilles doit se faire par un Kohen. Donc un Kohen et pas un zar, donc il faut que ce soit un Kohen kasher. Et en plus, un Kohen bekihuno, c'est-à-dire avec les vêtements de Kohen. Et pas un vêtement avec son costume. Il faut un Kohen avec son uniforme de Kohen. D'où on l'apprend. Venatenu bene Aharon a Kohen, esh ala mizbeach. Ve'arechu ha'etzim ala esh. Donc de là on apprend, d'après Rabbi Yehuda, que la hatzatat alita, l'allumage de la alita, doit se faire par un Kohen. Donc si on a bien compris, Rabbi Yehuda il a appris 2 choses. D'abord il a un pasouk pour nous dire que la hatzatat alita doit se faire en haut et pas en bas. De quel pasouk il a appris? Dans Parashat Tzav. Veha esh ala mizbeach tukadbo. Le esh de la alita doit être allumé en haut. Deuxième pasouk, venatnu bene Aaron a Kohen esh ala mizbeach, c'est pour nous dire que ça doit être allumé par qui? Par des Kohanim. Avec les vêtements de Kohen. Très bien. Rabbi Shimon va lui dire et va répliquer en prétendant Amarlo Rabbi Shimon, mais qu'est-ce que tu as besoin d'un pasouk spécial pour dire qu'il faut que ce soit un Kohen et pas un zar, pas un étranger, et avec ses vêtements de Kohen. Mais c'est évident, puisque d'après toi, le pasouk précédent, Ve'esh ala mizbeach tu kadbo, ça faisait allusion à quoi? À l'allumage de la halita au sommet du mizbeach. Donc c'est évidemment un Kohen qui doit le faire, car un zar n'a pas le droit de monter en haut du mizbeach. Alors pourquoi tu avais besoin d'un deuxième pasouk pour nous dire qu'il faut que ce soit un Kohen bien habillé avec les 4 vêtements du Kohen? Mais c'est évident, puisque un étranger n'a pas le droit de monter là-haut. Donc ça fait que toi tu utilises 2 psukim pour la halita. Un pasouk pour dire que la halita doit être allumée en haut, ve'esh ala mizbeach tu kadbo, et un pasouk pour dire que la halita doit être allumée par un Kohen. Mais nous on n'a pas besoin de ça, car une fois que tu as dit que c'est allumé en haut, donc automatiquement ça doit être un Kohen. Alors à quoi sert ce pasouk d'après lui? Alors Rabbi Shimon te dit Ella limed ala tzatat alita shelote ela berosho shel mizbeach. À quoi sert ce pasouk? Venatenu bene Aaron a Kohen esh ala mizbeach, c'est pour nous dire justement le din de la halita, que ça doit se faire en haut du mizbeach et par un Kohen. On a tout appris avec un seul pasouk, pas besoin de 2 psukim. Alors à quoi servait le premier pasouk? Il servait, comme a dit Rabbi Yossi, à un 3e bûcher. Le bûcher du Kiyum Ha'esh. Alors maintenant, on va faire un petit récapitulatif. On a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Et en fait, Rabbi Shimon s'associe à Rabbi Yossi. Alors on va dire comme ça, marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Combien de bûchers y avait-il sur l'autel d'après Rabbi Yehuda? 2. Un Ma'aracha Gdola, l'autre Ma'aracha Shnia Shel Ketoret. Sur quel pasouk il s'appuie? Le premier pasouk, plutôt le deuxième pasouk de Parashat Tzav. Qu'est-ce qui est écrit? Tzav et Aaron vet banav les morts, zot Torah ta'ola, hi ha'ola al mokda al mizbeach kol halayla ad haboker, ve'esh hamizbeach tu kadbo. Al mokda et tu kadbo. Mokda, c'est Ma'aracha Gdola, tu kadbo, Ma'aracha Shenia Shel Ketoret. Ça fait 2. Ensuite, à quoi servaient les 2 autres versets? Ve'esh ala mizbeach tu kadbo et venatnu bene Aaron a Kohen esh ala mizbeach, c'est pour hatzatat alita. Selon Rabbi Yehuda, ces 2 psukim, ils servent à l'allumage des brindilles. Premier pasouk, c'est pour nous dire que ça se passe en haut et pas en bas. Deuxième pasouk pour dire qu'il faut que ce soit par un Kohen et pas par un étranger. Un Kohen vêtu de ses bigdei kehuna. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent non.
Pour les deux premiers bûchers, on est d'accord avec toi. On l'apprend du pasuk, Tzav et Aaron, Zot Torat Ha'ola, Hiya Ola al Mokda, Al Mizbeach Kol Halayla, Ad Haboker, Ve'esh HaMizbeach Tukadbo. Très bien. Mokda, Tukad, deux bûchers, Ma'aracha Gedola, Ma'aracha Shnia Shel Ketoret. Jusque-là, on est d'accord. Là où on n'est pas d'accord, c'est le troisième verset. Ve'esh Al Mizbeach Tukadbo. Toi, Rabbi Yehuda, tu l'as utilisé pour la Halita. Nous, on l'utilise pour un troisième bûcher. Kiyum Ha'esh. Par contre, la Hatzatat Halita, qui doit se faire là-haut, eh bien, nous, on la prend du Pasuk, le quatrième verset, Venatenu, Bene Aharon HaKohen, Esh Ala Mizbeach. Dans cette phrase, on a tout. On a d'abord que c'est un Kohen, deuxièmement, c'est Ala Mizbeach en haut et pas en bas, tout va bien. Donc, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, on a trois bûchers. Et la Hatzatat Halita, on la prend de ce Pasuk. Maintenant, la Gemara va poser la question, Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce que il avait besoin de deux psukim? Rabbi Yehuda, c'est étonnant. Une fois que tu as dit que c'est en haut, sur le Mizbeach, donc forcément c'est un Kohen qui doit le faire. Pourquoi tu avais besoin encore d'un pasuk pour nous dire que c'est un Kohen? Venatnu bnei Aharon HaKohen. Mais tu as déjà dit que Ve'esh ala Mizbeach Tukadbo, c'est ala Mizbeach. Donc si c'est au-dessus du Mizbeach, ça ne peut être qu'un Kohen, ça ne peut pas être un Zar. Réponse. Rabbi Yehuda, il te dit, si on n'avait que le premier pasuk, on aurait pu se tromper et croire que même un Zar, c'est possible. Comment? J'aurais pu dire, bien que, évidemment, la Halita, elle doit être allumée en haut, comme nous dit le pasuk, Ve'esh ala Mizbeach Tukadbo, mais on aurait pu croire que même quelqu'un qui n'est pas Kohen est habilité à le faire. Mais pas en montant là-haut, car c'est interdit pour lui, mais d'en bas. Il peut se tenir en bas du Mizbeach, et il prend une baguette télescopique, prend du feu, et il allume d'en bas. Il prend un soufflet télescopique, et il souffle d'en bas. Ça veut dire que, tout en restant en bas, il peut allumer la Halita. Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça qu'il fallait un deuxième pasuk, pour dire que c'est Dafka un Kohen. Dafka un Kohen. Et un Kohen vêtu de ses vêtements. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda avait besoin de deux psukim. Un pasuk pour dire que ça se passe en haut, et un pasuk pour dire que même si c'est en haut, c'est Dafka un Kohen qui peut le faire, et pas un Israël, un Zar, qui le ferait d'en bas. Mais Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord avec lui, parce que eux prétendent qu'on aurait pu apprendre tout cela que du dernier verset. Venatenu bene Aharon HaKohen esh ala Mizbeach. Et avec ce pasuk, c'est amplement suffisant. On a tous les détails là-dedans. On a le détail que c'est ala Mizbeach, on a le détail de Kohen, et tout va bien. C'est pour ça que Rabbi Shimon a réfuté Rabbi Yehuda. Et maintenant qu'on a compris la chita de Rabbi Yehuda et la chita de Rabbi Yossi. Selon Rabbi Yehuda, il n'y avait que deux bûchers quotidiens, et d'après Rabbi Yossi, 3. Répétons à quoi il servait pour Rabbi Yossi. Ma'aracha Gedola, Ma'aracha Shenia Shel Ketoret et Kiyum Ha'esh. Maintenant, parlons de Rabbi Meir. Ve Rabbi Meir, lui, il dit qu'il y a un quatrième bûcher. À quoi servait-il? Evarim updarim shelo nitraklu mi ba'erev. Pour les membres et les graisses qui sont restés là-haut en stand-by et qui n'avaient pas brûlé la veille, alors on pouvait les brûler sur un quatrième bûcher le matin. Minale, d'où il a tiré cet enseignement? Réponse, Nafkale mi ve'esh. Parce qu'il est écrit dans le premier pasuk de Parashat Tzav, ve'esh hamizbeach tukadbo. N'est-ce pas? Là on a vu Aola al-Mogda la Mizbeach kol halayla ad haboker ve'esh hamizbeach tukadbo. Qu'est-ce qu'on a appris de ve'esh hamizbeach tukadbo? Le deuxième bûcher. Eh bien lui il dit le vav c'est un troisième. Le vav c'est un rajout, c'est un supplément. Vav mosif. Donc ça fait 3 bûchers dans le même pasuk. Mokda, Yaola al-Mokda, ve'esh hamizbeach tukadbo, et ve'esh hamizbeach tukadbo, le vav ça rajoute encore un moked. Donc voilà un troisième. Et le quatrième, on avait déjà appris de Ve'esh ala Mizbeach Tukadbo, qui est
qui est écrit 3 psukim après. Attention, ne pas confondre entre Ve'esh HaMizbeach Tukadbo et Ve'ha'esh HaMizbeach Tukadbo. Ça se ressemble, mais ce n'est pas du tout les mêmes psukim. Un c'est Ve'esh et l'autre c'est Ve'ha'esh. Dans l'un, il y a écrit HaMizbeach, là-haut, il y a écrit Ve'esh HaMizbeach Tukadbo. Donc, ne pas faire confusion. Alors, on a compris d'après Rabbi Meir, il y a quatre brasiers. Premier bûcher, Ma'aracha Gedola, on l'apprend de Hiyaola al-Mokda. Deuxième bûcher, c'est Ma'aracha Shnia Shel Ketoret, on l'apprend de Ve'esh HaMizbeach Tukadbo. Troisième bûcher, c'est pour Kiyum HaEsh, c'est Ve'ha'esh HaMizbeach Tukadbo. C'est le Kiyum HaEsh. Et ça, c'est le troisième. Quatrième bûcher, c'est pour les Evarim ou Bdarim, on l'apprend du Vav, de Ve'esh HaMizbeach Tukadbo, du Perek Vav Pasuk Bet. La Gemara demande Verabanan, Rabanan, c'est-à-dire les Chachamim qui s'opposent à Rabbi Meir, à savoir Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, dont l'un a dit 2 et l'autre a dit 3. Pourquoi ils ne disent pas 4? Pourtant, il y a écrit le Vav. Réponse Verabanan, Vav Lodarché. Ils ne font pas de dracha à partir du Vav, car ils disent que c'est normal que la Torah écrit Vav parce que c'est dans la structure de la phrase le Vav ici n'est pas de trop, il n'est pas inutile, c'est comme ça que la Torah devait s'exprimer, et puisque le Vav n'est pas inutile, il n'y a aucune dracha à en faire. Alors maintenant, la Gemara va poser la question suivante. Verabanan, Evarim ou Pdarim, Shelo nit'akelu miba'erev may avid lehu. Pour Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on faisait avec le quatrième bûcher tous les jours? C'est qu'on brûlait les graisses et les membres qui étaient restés la nuit au sommet du Mizbeach et qui n'avaient pas brûlé. Alors on les brûlait le matin sur le quatrième bûcher. Tandis que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda qui disent qu'il n'y a pas de quatrième bûcher, il n'y a que ou 2 bûchers ou 3 bûchers. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec tous ces Evarim? Maï Avid Lehu. Réponse, Mehader Lehu les Ma'aracha Gedola. On les remettait sur le grand bûcher. C'est-à-dire que le matin, le grand bûcher qui allait servir au korbanot du jour allait servir déjà au korbanot de la veille. Detania, minayin le evarim ubdarim shelo nit'akelu mi ba'erev shesodran al gabe hamizbeach ve'im en mahzikan shesodran al hakevesh ou al gabe hasovev עד שיעשה מערכה גדולה וסודרן, תלמוד לומר אשר תאכל האש את העולה על המזבח. C'est-à-dire, la Braïta nous enseigne les détails, comment ça se passait, selon Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, pas Rabbi Meir. Comment ça se passait concrètement? C'est que les corbanotes, s'ils étaient trop nombreux et qu'on ne pouvait pas les entasser sur le bûcher, ou bien s'ils avaient explosé, qu'ils étaient autour, alors il y avait le matin la possibilité de les remettre sur le feu, de remettre ceux qui ont sauté ou de mettre ceux qui étaient en stand-by. Maintenant, quand on va les mettre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les retirer de la surface du Mizbeach. Où on les met? On les met sur le kevesh, sur la rampe, ou bien on les met sur le sovev. Ça veut dire que, puisque le Mizbeach, maintenant il faut déblayer le chantier, mettre des nouveaux bûchers pour la journée. Alors on les mettait à côté. Si ça ne suffisait pas sur le kevesh, alors on mettait sur le sovev, sur le contour du Mizbeach. Il y avait une hama tout autour où les kohanim marchaient en général. Et une fois qu'on avait bien établi les bûchers, maintenant on allait allumer le grand bûcher et on allait d'abord brûler tous les membres et les graisses de la veille. Donc je relis. Minaïn, de quel passouk qu'on apprend? Les Evarim ou Pdarim, les membres et les graisses, chez Lo nit'akelu mi ba'erev, qui n'ont pas été consumés la veille, chez Sodran al gabe hamizbeach, qu'on allait les établir, les étaler sur le Mizbeach, ve'im en mahzikan, et s'il y en avait trop, que le Mizbeach ne peut pas les contenir, chez Sodran al kevesh ou al gabe sovev, on les pose soit sur la rampe, soit sur le sovev, jusqu'à ce qu'il établisse le grand bûcher, et il allume Vesodran, et il va mettre ses membres sur la Ma'aracha, sur le nouveau bûcher. Talmud Lomar, Asher Tochala Esh, et Ta'ola ala Mizbeach. On l'apprend du Passouk
également qui figure dans Parashat Tzav, Asher Tochal Ha'esh. C'est écrit comme ça. Velavash hakohen midobad. Umichnesebad ilbash al besaro. Ve'erim et adeshen. Asher tochal ha'esh et ha'ola al ha'mizbeach ve'samo etzel ha'mizbeach. Donc, cette phrase-là, elle nous sert à quoi? C'est justement pour nous dire, pour faire allusion à la combustion des graisses et des membres de la veille. Le problème, c'est que ce passou qui ne parle pas des membres de la veille, ça parle de la hola du jour. Eh bien, Rashi, regardez le premier Rashi de la page. Rashi dit Asher tochal et haola, imeno inyan l'ethilata de active haola al mokdat et nous l'inyan sofa. Ici, on applique un des codes de la Torah, le code qui s'appelle imeno inyan leze, teno inyan leze. On parle encore une fois de Korban Ola, qu'il faut établir sur le bûcher. Bokertov, tu me l'as déjà dit. Tu ne vas pas te répéter 2 fois quand même. À quoi cela sert? Ça parle du Ola de la veille. Imeno inyan l'ithilata, si on ne parle pas de Ola du début, eh bien on parle de Ola de la fin, c'est-à-dire Ola du jour précédent, qui pendant la nuit n'a pas brûlé, eh bien on le brûlera le lendemain matin et il n'a pas été disqualifié. Il n'est pas nifsal belina, puisque ça a passé la nuit en haut, au sommet du Mizbeach. Et ça, on l'apprend de ce pasouk, Velavash hakohen midobad, umichnesebad ilbash habesaro, ve'erim et adeshen, asher tochal ha'esh et ha'ola al ha'mizbeach. Asher tochal ha'esh et ha'ola al ha'mizbeach. Donc c'est vraiment le grand bûcher où on met tous les corbanotes. Et donc pour eux, il n'y a pas un bûcher spécifique pour les membres de la veille. C'est dans le même bûcher des holocaustes de la journée qu'on va d'abord brûler les holocaustes de la veille. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit, Rabbi Meir, Rabbi Meir, comment va-t-il utiliser ce pasouk? Lui, Rabbi Meir, il a déjà un pasouk pour dire qu'il faut un 4e bûcher pour brûler les membres et les graisses de la veille. Alors qu'est-ce qu'il fait avec cette phrase? Cette phrase, elle est de trop. Asher tochal ha'esh al ha'mizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire? Asher tochal ha'esh et ha'ola al ha'mizbeach. À quoi cela sert de se répéter? Asher tochal ha'esh et ha'ola al ha'mizbeach. Il nous dit que cette phrase, elle vient nous enseigner la halakha suivante. Ikule ola atamahzir ve'i atamahzir ikule ketoret. La halakha de remettre ce qui n'a pas brûlé la veille ne s'applique qu'aux corbanotes, aux membres et aux graisses des corbanotes de la veille, mais pas par rapport à la kétoret. Si par exemple, sur le Mizbeach HaZahav, on a mis une kétoret le soir, et on arrive le matin, on voit que la kétoret n'a pas été consumée totalement. Est-ce qu'il faut d'abord brûler cette kétoret de la veille ou pas? La réponse, inutile. Le din de consumer les membres et les graisses de la veille, c'est uniquement par rapport au korbanot, sur le grand Mizbeach, mais pas par rapport à la kétoret, sur le petit Mizbeach. D'où il apprend? De ce pasouk. Asher tochal ha'esh et ha'ola al ha'mizbeach. Ikule ola atamahzir, ve'i atamahzir ikule kétoret. Detane Rabbi Hanania Barman Yumi, Bedeve Rabbi Eliezer ben Yaakov. Asher tochal ha'esh et ha'ola al ha'mizbeach. Ikule ola atamahzir, ve'i atamahzir ikule kétoret. Donc voilà comment Rabbi Meir utilise ce pasouk. Juste pour nous dire que la Torah s'est répétée par rapport au korbanot de la veille en disant, en effet, il faut brûler les membres et les graisses de la veille, mais pas la kétoret. Si ça n'a pas brûlé entièrement, ce n'est pas grave. Et j'ai vu 2 explications. L'une du Ritba, le Ritba qui dit que c'est parce que c'est uniquement par rapport au Mizbeach HaChitzon, on a cette halakha, mais pas par rapport au Mizbeach HaPenimi, Mizbeach HaKetoret. Et j'ai vu une belle explication qui dit que la différence entre un korban et la kétoret, c'est que la kétoret, c'est juste faire de la fumée. Tandis que le korban, c'est de la combustion. C'est le lechem
lechem ishe lachem. Il doit être mangé par le misbéach. Le korban doit être mangé par le misbéach, ça veut dire qu'il doit être brûlé et consumé comme une consommation, une combustion totale. Tandis que pour la kétoret, il n'y a pas un digne de combustion, que ce soit entièrement consumé. Il faut juste que ce soit brûlé pour faire monter de la fumée. Une fois qu'on a eu la fumée, c'est bon. Une belle explication. C'est pour ça qu'il n'y a pas un digne de brûler l'encens qui reste le lendemain. Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara pose la question. Excusez-moi. La Gemara pose maintenant une autre question. Dechoule alma mihat mosifin bo bayom itleu minaleu. D'après tout le monde, le jour de Kippour, il faut rajouter un bûcher supplémentaire. Que ce soit d'après Rabbi Yehuda, ou d'après Rabbi Yossi, ou d'après Rabbi Meir, tout le monde est d'accord que le jour de Kippour, on rajoute encore un bûcher. Question, d'où ils le savent? Nafkaleu mi vehaesh. Eh bien, ils le déduisent du passouk vehaesh, lequel? Le fameux passouk qu'on a déjà vu. Vehaesh ala misbeach tu kadbo lo tirbe. Eh bien, ce même passouk-là, duquel on avait appris le Kiyum Ha'esh, vous vous rappelez? Soit Kiyum Ha'esh, soit Alita, d'après Rabbi Yehuda, l'Omeshane, d'après l'un ou d'après l'autre. Eux, ils apprennent de là, Ve'ha'esh, à la misber tu kadbo, c'est qu'il faut qu'il y ait encore un moked. Le jour de Kippour, on rajoute Ve'ha'esh. On doit rajouter encore Ve'ha'esh à la misbeach tu kadbo, encore un tukad, encore un bûcher. Oui, mais on avait vu que les Hachamim ne faisaient pas une dracha avec le vav. Comment ça se fait qu'ici, ils font une dracha? Fil ou les mandelo darish vav, vav he darish. Quand c'est écrit juste Ve'esh à misbeach tu kadbo, le vav, ça ne suffit pas pour faire une dracha. Par contre, lorsqu'on a le vav et le he réunis, Ve'ha'esh à la misbeach tu kadbo, on fait une dracha. Alors voyez-vous, le pasouk Ve'esh à misbeach tu kadbo, c'est dans Perek Vav pasouk bet. Mais Ve'ha'esh à la misbeach tu kadbo, c'est dans Perek Vav pasouk he. 3 psukim après. Étant donné qu'on a un vav et un he en plus, la Torah n'écrit pas cela inutilement, c'est pour faire une dracha, de rajouter le jour de Kippour un bûcher supplémentaire. Question, mais ce pasouk qui ne parle pas de Kippour, comment est-ce qu'on est arrivé à Kippour? La réponse, c'est que, encore une fois, Imeno Inyan, l'école Hashana, Teneo Inyan et Kippour. Puisque, pour toute l'année, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin. À quoi il sert ce bûcher? On n'a pas besoin pour toute l'année. Eh bien, on a besoin pour la Kétoré de Kippour, pour pouvoir prélever les braises de ce bûcher, pour allumer la Kétoré dans le Kodesh HaKodashim. Très bien. Maintenant, la Gemara va chercher à comprendre encore à quoi sert un autre pasouk. Il y a un pasouk, toujours dans Parashat Tzav, qui dit Esh tamid tukad ala misbeach lo tirbe. Alors là, on ne comprend rien. Encore une fois un pasouk, encore un bûcher. Esh tamid tukad ala misbeach lo tirbe. Les mayata. Réponse Mi bael l'erdetania. Esh tamid tukad ala misbeach lo tirbe. Limed al ma'aracha shenia shel ketoret shelo tehe ela ala misbeach hachitzon. Qu'est-ce que ça veut dire? La ketoret, on aurait pu imaginer qu'il faut l'allumer où? Sur le bûcher, le brasier de la ketoret. On aurait pu imaginer que ce soit allumé sur le misbeach haketoret. Et la Torah nous dit non. Ela al misbeach hachitzon. Puisqu'il est écrit, ce pasouk-là, Eshtami tukad ala misbeach lo tirbe. On parle de misbeach ha'ola. On parle de misbeach hachitzon. C'est pour te dire que le misbeach haketoret, le bûcher de la ketoret ne doit pas être allumé sur le misbeach haketoret, il doit être allumé sur le misbeach hachitzon. Donc, on aurait pu croire que
le bûcher, il y a un bûcher spécial de Kétoret, mais il faut l'allumer sur le petit misbéach qui est dans le Echal, qui s'appelle misbéach à Kétoret, eh bien c'est là le chidouche, c'est de dire non, le bûcher lui-même, il est allumé sur le misbéach à Chitzon, le grand misbéach. Et ensuite, avant d'allumer la Kétoret, on allait avec une pelle pour prélever de ces braises, pour ensuite transvaser sur le misbéach à Kétoret et allumer l'encens là-bas. Encore une question. Esh mahta ou menora? Minaïn. Maintenant, la Gemara va chercher à savoir d'où sait-on que la menorah devait être allumée avec le feu qu'on a prélevé du misbéach ha'ola, du misbéach ha'hitzon, le grand misbéach. Et d'où sait-on que le jour de Kippour, aussi, il fallait prélever des braises qui se trouvaient où? Dans le misbéach ha'ola, et non pas du petit misbéach ha'ketoret. D'où sait-on tout cela? Comment on appelle la menorah? Menorah. Comment on appelle la Kétoret qui est l'ifnaï v'lifnim le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim? Ça s'appelle Mahta. Mahta qui veut dire l'encensoir. La poêle qui allait servir, la pelle qui allait servir à prélever les braises sur le Misbéach Ha'ola. Et ensuite, on allait déposer cela à un moment donné sur le revêt d'Arevi'i. Ensuite, on allait récupérer et le faire entrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, devant l'Aaron HaKodesh. Là-bas, le Kohen Gadol allait mettre la Kétoret sur cet encensoir. Question, d'où sait-on que ces braises étaient prélevées du grand Misbéach et pas du petit Misbéach? Peut-être qu'on aurait pu prélever même du petit Misbéach. On a fait avec ces braises déjà la Kétoret dans le Héral. Peut-être qu'il faut prendre ces mêmes braises et on les fait rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim et on brûlerait la deuxième Kétoret, qui nous dit que non, il faut prélever aussi d'un bûcher qui se situe spécialement sur le grand Misbéach. Comment ça s'appelle ce feu? Esh Mahta, le feu de l'encensoir. Alors je relis. Esh Mahta ou Menorah Minaïn. La Braïta continue de poser la question: d'où sait-on que le feu de l'encensoir de Kippour et le feu de la Menorah de tous les jours, ça doit être prélevé du grand Misbéach? Réponse: Vedinhu. On l'apprend par une Gezerah Shava. Comment? Ne'emra esh baketoret, ve ne'emra esh bamahta umnora. Ma lehalan ala Misbéach hachitzon, afkan ala Misbéach hachitzon. On l'apprend de la Kétoret. Kétoret, on a déjà démontré que le feu de la Kétoret, les braises de la Kétoret de tous les jours, la Kétoret classique, c'était prélevé du Misbéach Ha'ola. Ça, on l'a déjà démontré. Une fois qu'on l'a déjà démontré, alors maintenant, on peut comparer la Mahta, qui est une Kétoret, et la Menorah, aussi du feu, à la Kétoret classique. Quel rapport? Quel est le point commun? Eh bien, c'est que dans les trois sujets, il y a le mot Esh. Il y a écrit Esh à propos de la Mahta de Kippour. Velakah melo a Mahta gahale Esh. Mais à la Misbéach milfnei Hashem. N'est-ce pas? Gahale Esh. On retrouve Esh à propos de la Kétoret. Mais il n'y a pas écrit Esh à propos de la Kétoret classique. Mais Rashi nous dit Dirtiv yaktirena ve'en aktara belo esh. Il ne peut pas y avoir de combustion d'encens s'il n'y a pas de feu. Donc c'est comme s'il était écrit Esh à propos de Kétoret. Il y a écrit aussi Esh dans Menorah, nulle part. Alors comment la Gemara peut dire qu'il y a écrit Esh à propos de la Menorah? Là, Rabbeinu Eliakim donne trois pirouchim. Il dit puisqu'il y a écrit Nerot à propos de la Ve'alotra et un Nerot, et un ner on l'allume avec du feu, c'est comme s'il y avait écrit du feu. Écrit Be'alotra et Targum Kelos, il dit Be'adlakutra, donc c'est du feu. Ou, puisque la Menorah était comparée à la Kétoret, comme il est écrit Be'alot Aaron et un Nerot ben Arbaim yaktirena, puisque pour la Kétoret, on a déjà dit qu'il y a écrit Esh, et Rachid dit qu'il n'y a pas écrit Esh non plus, mais comme c'est écrit yaktirena, c'est forcément avec du feu. Ainsi,
la menorah, forcément, c'est comme s'il y avait écrit feu. Donc on a écrit Esh dans menorah, Esh, Ketoret, Esh, Marta. Donc Marta et menorah sont comparés au Esh de la Ketoret. Très bien. Alors maintenant, reprenons la question de la Gemara, de la Braïta. La Braïta dit Esh Marta, Esh Menorah, Minaïn. D'où sait-on qu'on doit tirer ce feu pour allumer la Menorah ou pour allumer la Ketoret de Kippour dans le Kodesh HaKodashim avec le feu du Mizbeach? Réponse, Vedinu, c'est logique. Pourquoi? Gzera Shava, Esh, Esh, Nemra, Esh, ba Ketoret, Venemra, Esh, ba Marta ou Menorah, Malehalan al Mizbeach Achitzon, Afkan al Mizbeach Achitzon. De la même façon que la Ketoret quotidienne, c'est du Mizbeach Achitzon, comme on l'a déjà démontré, ainsi en est-il pour la Marta et pour la Menorah, dans lesquels il y a écrit le mot Esh. C'est sûr que c'est un Esh qui provient du Mizbeach Achitzon. Mais la Braïta s'autocritique. Elle-même se remet en cause. Et elle dit, Okelach le derechzo, peut-être que tu peux emprunter un autre chemin, un autre cheminement intellectuel. Maintenant, on vient de démontrer que l'allumage de la Marta et de la Menorah se fait avec le feu du Mizbeach Achitzon, grâce à la Gzera Shava, Esh, Esh, Esh. Mais peut-être que on peut déduire autrement. Comment? Oklach le dererzo. Nemra Esh ba Ketoret, venemra Esh be Marta Menorah, male halan be samuchlo, af Marta Menorah be samuchlo. Avec cette même Gzera Shava, on peut dire c'est vrai. On apprend le Esh de Marta et le Esh de Menorah de Esh de Ketoret. Mais quel est le point commun? Pas comme on avait dit avant, que le point commun c'est Mizbeach Achitzon. Comme la Ketoret, le feu il provient du Mizbeach Achitzon, ainsi le feu de la Menorah et le feu de la Marta, ça provient du Mizbeach Achitzon. Je peux dire qu'il y a un autre point commun. Lequel? C'est le din de Samour. D'où j'ai puisé le feu de la Ketoret. Tous les jours, d'où on allait tirer le feu de la Ketoret? Eh bien, on allait prendre et prélever des braises du Mizbeach Achitzon, qu'on allait ensuite transférer au Mizbeach Azahav. C'est comme ça qu'on allait allumer la Ketoret. Mais si tu observes, tu constates que ce feu du Mizbeach à Ketoret, tu l'as amené du feu le plus proche. Quel est le feu le plus proche? Eh bien, c'est Mizbeach Achitzon. Les autres feux qui sont chez les voisins à Yerushalayim, c'est loin. Quel est le feu le plus proche? Eh bien, c'est Mizbeach Ahola. Donc, j'ai amené pour la Ketoret le feu le plus proche du Mizbeach Azav, du Mizbeach à Ketoret. Alors, peut-être que il faut raisonner de la même façon. Pour le Esh à Marta, Esh à Menorah. La Menorah, il y a écrit Esh. Marta, il y a écrit Esh. C'est comparable au Esh de la Ketoret. Mais je pourrais dire que c'est comparable par rapport à quel point commun? Que de la même façon que la Ketoret, d'où j'ai tiré le feu de la Ketoret? Du feu le plus proche. J'ai amené le feu du Mizbeach Haola, des braises de là-bas, je les ai transférés au Mizbeach HaKetoret, qui est le plus proche. Ainsi, la Menorah, je peux dire que je l'allume avec le feu le plus proche. C'est lequel? Eh bien, Mizbeach HaKetoret. Une fois que j'ai allumé la Ketoret, j'ai du feu. J'ai du feu qui est juste à proximité. Pourquoi je vais aller chercher midi à 14h? Pourquoi je vais aller chercher du feu du Mizbeach Haola, qui est loin? Je peux tirer du feu du Mizbeach HaKetoret qui est allumé. Et avec ça, j'allume la Menorah le soir, puisque le soir, eh bien, je vais allumer la Menorah avec ce feu. Pourquoi pas? Qui te dit que c'est parce que la Torah voulait m'enseigner qu'il faut justement aller chercher le feu le plus proche? Et pareil pour la Ketoret de Kippour. Peut-être que la Ketoret de Kippour, je l'allume avec la Ketoret classique, puisqu'on avait le jour de Kippour deux Ketoret. La Ketoret classique sur le Mizbeach HaKetoret et la Ketoret de Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Donc peut-être que justement, il faut allumer la Ketoret de Kippour avec le feu de la Ketoret classique qui est la plus proche. C'est une proposition que fait la Braïta
car la Braïta se remet elle-même en question. Au Kelach, les Dererzo, peut-être qu'on peut emprunter ce chemin. Comment? Nemra esh baketoret, venemra esh bamahta ou menora, malehalan besamuch lo, af mahta ou menora besamuch lo. Talmud lomar. Alors la réponse, non, c'est sûr que c'est pas ce que la Torah voulait dire. La Torah voulait qu'on prenne le feu du grand Misbéach pour la Ménorah et pour la Kétoret de Kippour. D'où je le sais, Talmud lomar, Eshtamid tukad ala Misbéach lo tirbe. Eshtamid she'amarti lecha lo tehe ela berosho shel Misbéach achitzon. Alors le Eshtamid ici, ça fait allusion à la Ménorah. Parce que la Ménorah, il est écrit Le'alot ner tamid. Puisque la Ménorah s'appelle Tamid, je te dis, Esh Tamid tukad ala Misbéach lo tirbe. Aussi, le feu qui est sur le Misbéach Haolah s'appelle Esh Tamid. Tamid, Tamid. Tu allumes la Ménorah, qui s'appelle Ner Tamid, avec le Esh Tamid qui est sur le Misbéach Ha'elyon, Misbéach Hachitzon. Misbéach Haolah. Bon, ça c'est bon pour la Ménorah, mais on n'est pas encore convaincu pour la Mahta, la Kétoret de Kippour. Qui te dit que la Kétoret de Kippour dans le Kodesh HaKodashim doit être allumée avec les braises du Misbéach Hachitzon? Peut-être que c'est avec les braises du Misbéach HaPenimi. Là encore, on va nous démontrer. Nemra esh bamahta benemra esh bamenora. Malehalan al gabe Misbéach Hachitzon, afkan mais al gabe Misbéach Hachitzon. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien parce qu'on compare la Kétoret de Kippour, Mahta, à la Ménorah. Comme la Ménorah, on vient de le démontrer qu'on l'allume avec quel feu? Le feu du Misbéach Hachitzon. Ainsi, la Kétoret du Kodesh HaKodashim doit être allumée avec le feu, avec des braises du Misbéach Hachitzon. Et pas du Misbéach HaKetoret. Mais la Braïta elle-même se remet en cause. Et elle dit, ok, lach le dererzo. Mais peut-être que je peux te proposer autrement, ok, lach le dererzo, te proposer un cheminement intellectuel qui est différent. Pourquoi est-ce que tu n'emprunterais pas cette démarche? Okelar le dererzo. Nemra esh baketoret. Venemra esh bamahta. Malehalan besamuchlo. Afkan besamuchlo. Peut-être que il faut comparer le esh de la mahta au esh de la kétoret. D'où on a pris le feu pour l'allumage de la kétoret tous les jours? C'est du misbéach qui est samour. Et pas des maisons voisines à Jérusalem. On a été chercher le plus proche. Alors peut-être que là aussi, la Mahta de Yom Kippour doit être allumée avec des braises du Misbéach HaKetoret qui est dans le Hechal, qui est le plus proche du Kodesh HaKodashim, plutôt que d'aller chercher du Misbéach HaChitzon. Alors la Braïta répond, Talmud lomar, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם. זהו מזבח שמקצתו לפני השם ואין כולו לפני השם, ואומר, זה מזבח החיצון. Eh bien, on l'apprend du pasuk comme ça. Il est écrit dans Parashat HaHarimot. ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם. Il prendra dans l'encensoir, il va remplir l'encensoir avec des braises du Misbéach qui se trouve devant Hachem. Mais à la Misbéach milifne Hachem. Il n'est pas écrit milifne Misbéach lifne Hachem. Parce que le Misbéach HaKetoret, le Misbéach Hazav qui est dans le Hechal, il est entièrement devant Hachem. Tandis que le Misbéach Haolah qui s'appelle Misbéach HaChitzon, il a une partie qui est en face du Hechal, qui s'appelle en face de Hachem, milifne Hachem, mais il y a une partie du Misbéach qui n'est pas en face du Pétah, qui n'est pas lifne Hachem. Alors, on te dit que tu dois prendre des braises du Misbéach milifne Hachem. Le Misbéach qui a une partie qui est lifne Hachem. C'est quoi le Misbéach? C'est lequel le Misbéach? Qui n'est que partiellement devant Hachem et pas entièrement devant Hachem. C'est forcément le Misbéach HaChitzon, qui a une partie qui est en face du Hechal, et le Hechal il est en face du Kodesh HaKodashim, donc en face de Hachem, alors que le Misbéach HaKetoret, il est dans le Hechal, il est entièrement devant Hachem. Donc la Torah, quand elle te dit, dans Parashat HaHarimot, le jour de Kippour, Velakach meloach mahta gahale esh me'ala misbeach milifne Hashem,
Ezeu Mizbeach shemiktsato lifnei Hashem ve'en kulo lifnei Hashem et ve'omer ze Mizbeach hachitzon. Donc forcément, de là on déduit que on va prélever des braises qui se situent sur le Mizbeach hachitzon et pas sur le Mizbeach haketoret. Et la Gemara conclut en nous expliquant pourquoi dans cette phrase la Torah avait besoin de nous écrire Mizbeach et lifnei Hashem. Veitzterich lemirtav me'al hamizbeach, veitzterich lemirtav milifnei Hashem. De'i katav Rahamana me'al hamizbeach, ava mina ma'i mizbeach, mizbeach apenimi. Si on n'avait pas écrit milifnei Hashem, on avait écrit que me'al hamizbeach, j'aurais dit bien le mizbeach le plus proche, qui est le mizbeach apenimi. De là-bas, tu prends les braises pour brûler même la ketoret qui est lifnai velifnim dans le Kodesh HaKodashim. Katav Rahamana milifnei Hashem, pour nous dire que on parle du Mizbeach hachitzon, qui a une partie qui est devant Hashem, une partie qui n'est pas devant Hashem. Vei Katav Rahamana milifnei Hashem, ava mina dafka milifnei Hashem, aval mehai gisa ou mehai gisa imalo tzricha. Et si on n'avait pas écrit le mot Mizbeach, on avait écrit que milifnei Hashem, alors on aurait pu croire que le Kohen Gadol le jour de Kippour, il est obligé de remplir sa marta avec des braises qui se trouvent sur le Mizbeach, mais uniquement la partie du Mizbeach qui est lifnei Hashem, en face du Petah, en face de l'entrée du Echal, qui est en face de l'entrée du Kodesh HaKodashim, qui s'appelle lifnei Hashem. Mais si c'est à droite ou à gauche, des braises qui ne sont pas vraiment en face du Petah, j'aurais pu croire qu'il n'a pas le droit de prendre des braises de là-bas. C'est pour ça qu'on a écrit Me'al HaMizbeach. Me'al HaMizbeach milifnei Hashem. L'Echatrila, il prend ma mâche de lifnei Hashem. Mais Bedi'avad, s'il a pris de Me'al HaMizbeach de droite ou gauche, que ce n'est pas vraiment en face de Hashem, ce n'est pas grave, c'est tout de même kasher, comme dit Rashi, Aval Me'al Gissa de Petah, lo, Ve'afal Gavde Tzad Ma'arabiou, même si c'est lifnei Hashem, parce que vous savez que la partie du Mizbeach qui est lifnei Hashem, c'est le côté ouest du Mizbeach, car le Kodesh HaKodashim et le Echal étaient dans le côté ouest, à l'ouest du Beth Amikdash. Donc dans le Mizbeach, qui a 4 points cardinaux, est, ouest, nord et sud, eh bien la partie ouest, c'est la partie qui est lifnei Hashem, qui est en face du Ma'arav. Mais même dans cette partie-là, on a la partie qui est mamash en face du Echal, du Petah du Echal, où on voit carrément ce qui se passe à l'intérieur du Echal, ça s'appelle lifnei Hashem, et tu as Mehai Gissa ou Mehai Gissa, de ce côté et de ce côté. Ça veut dire à droite et à gauche, vers le nord ou vers le sud, ça s'appelle Mehai Gissa ou Mehai Gissa. Tout de même, c'est kasher. C'est pour ça que la Torah a écrit Velakach melo amarta gahale esh me'al hamizbeach milifnei Hashem. Du côté qui est lifnei Hashem, donc Ma'arav, mais même si c'est Mehai Gissa ou Mehai Gissa, c'est kasher parce qu'il est écrit me'al hamizbeach. Et peu importe de quel côté du Mizbeach, que ce soit ici ou là, à partir du moment où c'est du côté Ma'arav, tout va bien. Voilà pour aujourd'hui.